L'homme, responsable du bouleversement climatique, met en péril son environnement et se trouve confronté à deux menaces. D'une part, le réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre, et d'autre part, l'épuisement des ressources fossiles, pétrole, gaz et charbon. Actuellement, ces énergies fossiles couvrent près de 85% des besoins mondiaux en énergie primaire. L'homme doit trouver rapidement des solutions pour réduire sa consommation énergétique. Mais alors, quelles sont les alternatives actuelles et futures pour faire face à ces dangers croissants? Le climat, il se caractérise par un ensemble de conditions météo dans un site donné. Et donc la température, c'est une des références principales pour caractériser un climat sur une région ou un secteur donné. Le climat change, notamment la température du globe a évolué au cours du siècle dernier de manière très significative. Puisqu'au niveau du globe, on a une augmentation de 0,7 degrés Celsius constatée. Et cette augmentation, elle se traduit en France par une augmentation encore plus importante qui est de l'ordre du degré. Et ça signifierait en France très certainement donc des hausses de température importantes, donc des canicules beaucoup plus fréquentes. Et pour exemple, c'est vrai qu'on a en référence la canicule de 2003, qui est un événement exceptionnel, et on projette qu'à la fin du siècle prochain, la fin de notre siècle plutôt, cette canicule sera un événement courant, c'est-à-dire auquel on sera confronté un été sur deux. Donc on va se rendre en salle de prévision régionale. Il est certain que l'homme s'adapte à son climat, donc il va continuer à le faire. Il va aussi certainement adapter son habitat à supporter des plus fortes chaleurs. La difficulté, très probablement, c'est que dans les prochaines années, le coût de l'énergie sera beaucoup plus important qu'il pouvait l'être dans les années 70, où on pouvait croire qu'on maîtrisait cet élément. Il faudra certainement inventer des formes de rafraîchissement les moins consommatrices possibles d'énergie. La question des énergies renouvelables est cruciale, parce qu'effectivement, on va avoir un besoin important d'énergie alternative par rapport aux énergies fossiles. Est-ce qu'elles permettront de compenser l'effet du réchauffement climatique? Pour notre confort thermique au quotidien, très certainement. Après, pour tous les impacts directs sur la nature du changement climatique, non. Puisque, en fait, le changement climatique va se traduire en grande partie par des modifications de l'état du sol et des performances de la végétation. Et ça, rien ne pourra le modifier. Et cette évolution, on ne pourra la contrecarrer que si on fait des efforts colossaux sur nos émissions de gaz à effet de serre. Et il faut absolument que les gouvernements prennent conscience de cette nécessité. Ce lien qu'on a au chaud et au froid, le rapport qu'on entretient avec cette notion dans la conception, il a toujours existé. Alors il a évolué, oui, certainement. En ce moment, on en parle beaucoup parce qu'on cherche à faire des économies d'énergie. Alors, parmi les gestes simples qu'on peut avoir dans nos bâtiments pour lutter contre la surchauffe estivale ou le froid ou la sensation de froid en hiver, les gestes simples, c'est d'abord de se préoccuper de son environnement de vie. Il ne s'agit pas d'imaginer que le bâtiment est un automatisme et qu'on n'a rien à faire dedans, tout va se régler tout seul. Il faut apprendre à vivre avec les éléments, donc se protéger sur une façade ouest par exemple, quand le soleil donne directement dans les vitrages, se protéger grâce aux dispositifs que les architectes mettent en œuvre. Ça peut être des brise-soleil, des stores, des pare-soleil fixes, des débords de toiture, enfin ça peut être toutes sortes de choses. Quand ils sont mobiles, il faut que l'usager ait le réflexe de les utiliser. Alors qu'on ait perdu une connaissance pour gérer le chaud et le froid, un savoir se comporter naturellement dans un habitat, oui, sans doute, justement, parce qu'on a été habitué au tout confort, tout chauffage l'hiver, complètement calfeutré, et puis l'été, climatisation, quoi, hein. De plus en plus, y compris dans nos proches, on voit des gens qui s'équipent en climatisation dans leur logement. Ce qui, on pourrait y revenir, est pas très sain pour l'environnement. Donc ça c'est sûr que réapprendre aux gens à fermer des volets lorsqu'ils n'occupent pas leur logement la journée parce que le soleil va tourner et va apporter le soleil directement dans la maison, c'est un premier pas. Fermer les volets quand on n'y est pas, protéger du soleil, les réouvrir le soir quand le soleil n'est plus là et laisser ventiler naturellement, c'est une base, c'est évident. L'évidence mais qu'il faut reconquérir. Tenir compte du climat pour construire sa maison. À première vue, il s'agit d'une idée simple. D'ailleurs, les anciens faisaient déjà du bioclimatisme sans le savoir. C'est une question de bon sens,
mais qui s'est perdu avec le temps et l'amélioration des technologies. Aujourd'hui, on revient à ce type de construction, en adéquation entre l'habitat, ses occupants et le climat. La maison doit alors à la fois se protéger et profiter des éléments extérieurs, le soleil, le vent, la pluie ou la végétation. Toutes ces tendances actuelles, on en parle beaucoup, le développement durable, le HQE, etc. Je pense que ce sont des choses, c'est un petit peu du jargon quand même, un peu professionnel. Et moi j'irai au-delà, je pense qu'être écologique, c'est... Oui, on est écologique, mais pas d'un point de vue idéologique. On est écologique dans le bon sens, dans la manière de résoudre les problèmes et dans l'économie de moyens qu'on peut mettre en œuvre. Par rapport au bioclimatisme, c'est plutôt la question de la thermique, je dirais, et la question de l'énergie dans une maison. Donc c'est vrai qu'on a tendance à aborder, dans le milieu du bâtiment, de la construction en France, on aborde un petit peu la thermique à travers les matériaux, à travers la question des matériaux. Je préférerais avoir une approche plus corporelle, liée aux sensations, et donc qui serait en accord, ce que je disais tout à l'heure, avec l'ensoleillement, avec les qualités de lumière et d'énergie qu'on peut avoir ici. Donc par exemple, bénéficier au maximum de l'apport d'énergie du soleil pendant la journée, avec des façades largement vitrées au bon endroit, etc., etc. Je sais qu'ils ont une facture d'électricité très faible en chauffage, puisqu'on a un apport énergétique passif très important par la façade sud-ouest, qui est à vitre à 100%. Donc il est évident que les jours où il fait beau, le chauffage, il y a un programmateur de chauffage, etc. Le chauffage est coupé totalement la journée, puisque le soleil chauffe très largement la maison. Donc ça, c'est le climat qui le permet. Et ensuite, donc, on bénéficie aussi de cette énergie passive, ce qui est important, je pense, et il faut vraiment le prendre en compte. C'est un apport. Voilà, ensuite donc, je vous parlais de ce percement en bandeau, donc vous voyez qui vient cadrer un petit peu le village et les coteaux en face, et qui permet aussi de garder son intimité par rapport aux gens qui passent, par rapport au passage de la rue. Ensuite on prend la lumière du matin ici et ça nous permet aussi de ventiler. Donc là la baie est ouverte, vous le sentez, il y a une ventilation qui est très agréable dans la maison en été et qui apporte une fraîcheur qui nous fait penser que la climatisation est une chose absolument pas nécessaire, obligatoire dans l'habitation. Puisque de manière naturelle, on obtient des choses tout à fait satisfaisantes quand elles sont bien étudiées. Depuis longtemps, les constructeurs ont inventé des dispositifs pour faire du chaud et du froid sans consommer la moindre énergie. Pourtant, avec les évolutions technologiques, nous avons privilégié des systèmes qui consomment des ressources. Du fait du choc climatique, on revisite ces dispositifs comme le puits canadien, le puits provençal, qui ont l'avantage d'être neutres écologiquement. Ces dispositifs, historiquement conçus pour la maison individuelle, s'adaptent maintenant au collectif. Pour la thermique, dans cette école, on a employé plusieurs dispositifs. Alors le plus marquant peut-être, mais qui n'est pas seul, c'est l'utilisation de centrales de traitement d'air couplées à un puits canadien. Ce n'est pas une climatisation, c'est un rafraîchissement. On utilise simplement la capacité du sol à préchauffer ou à rafraîchir l'air. C'est l'élément peut-être le plus marquant. Mais d'autres dispositifs sont très importants. Les débords de toit, les protections solaires font partie de cette logique, de cette réflexion sur la thermique, de cette réflexion globale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dispositif. Pour qu'un bâtiment marche, surtout avec une ossature légère, avec peu d'inertie comme celui-ci, il faut mettre en place de la protection solaire et c'est seulement ensuite qu'on utilise des solutions plus technologiques comme celle-ci. Alors un puits canadien, en fait, c'est un procédé pour récupérer de l'énergie qui est dans le sol, puisque à une certaine profondeur, nous savons que le sol est toujours à une certaine température. C'est-à-dire qu'en hiver, à 2 mètres de profondeur, on peut avoir la terre qui va être à 5 degrés constante et inversement en été, qui ne va pas dépasser les 15. Donc le principe du puits canadien, c'est d'aller chercher l'air un peu plus loin dans le jardin, de la faire passer dans le sol à une certaine profondeur pour que l'air qui rentre dans la maison déjà se préchauffe et comme ça que vous puissiez récupérer des calories, donc consommer moins pour faire votre chauffage. Voilà. Et inversement, ce procédé fonctionne aussi pour l'été, sauf que là, vous allez prendre de l'air par exemple à 15 degrés au lieu de la prendre à 30 degrés. C'est schématiquement ça.
Le rafraîchissement, quand on a de l'air à 30 degrés, si on la fait rentrer dans la maison à 27, 26 degrés, déjà permet au corps d'avoir une sensation de rafraîchissement. Donc c'est peut-être pas besoin de rafraîchir avec une clim en la mettant à 20 degrés, peut-être qu'en mettant un puits canadien tout simplement, on va pouvoir climatiser, rafraîchir plutôt on va dire, sans être obligé de consommer plus en mettant un compresseur de climatiseur qui va donc consommer beaucoup plus d'énergie. Depuis de nombreuses années, on nous annonce des dérèglements climatiques, que la température va augmenter, que les canicules vont être plus fortes. Ce n'est plus de la fiction. La vente de climatiseurs explose. De nos jours, pouvons-nous imaginer une voiture sans climatisation? Cette tendance va à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. La population a le sentiment d'avoir un besoin de climatisation, alors que le besoin réel est surtout un besoin de fraîcheur. Donc le besoin de climatisation, il répond sans doute à la fois à une possibilité technologique qui s'offre à nous aujourd'hui, mais aussi à un besoin ressenti par des usagers, puisque on vit actuellement la décennie la plus chaude en fait, jamais enregistrée depuis 1850. Et les vagues de chaleur ou les températures plus élevées conduisent à des sensations d'inconfort thermique plus fréquentes. Il y a plus de demandes, effectivement, je pense qu'il y a plus de demandes du monde de la construction et de l'architecture vis-à-vis de la prospective climatique, à la fois pour dimensionner des systèmes de rafraîchissement ou de chauffage les plus adaptés possibles au climat actuel et à venir, mais aussi pour trouver de nouvelles solutions ou pour étudier des choses qu'on n'étudiait pas par le passé, comme l'îlot de chaleur urbain et les grands projets de construction en ville. Prendre en compte le développement durable dans la construction passe par une crise de conscience et une implication de toute la chaîne professionnelle. Les artisans s'adaptent à cette nouvelle façon de voir et modifient leurs approches constructives. Aujourd'hui, on parle de bâtiments positifs, à énergie positive. On n'en est pas là. Pour l'instant, on en est à éviter d'en perdre avant d'en créer. Donc aujourd'hui, on est quand même à la pointe avec le métal, par la technicité, à isoler l'air, à créer un confort acoustique, un confort thermique. Donc on va dire que l'alliage du métal avec justement les produits verriers et d'autres produits de composition tels que les laines de roche, les laines de verre, les plâtres et d'autres éléments ou matériaux font qu'ensemble, on peut se projeter, on va dire, dans le renouvellement et la durabilité. Voilà. Pour accompagner ce changement, les formations mutent aussi et intègrent le développement durable. Cette compétence doit faire partie intégrante des savoir-faire de demain. Et ensuite, on va pouvoir remettre les vis et effectuer le parquetage. Hein, ce qui est important, c'est qu'il pose bien sur les cales du bas. Ok ? Voilà. Et tu fais bien attention à... Allez, vas-y. Dans notre formation de métallier, on travaille principalement dans le bâtiment, bon, également dans l'industrie. Et tout ce qui est mis en place sur le développement durable, on y participe. La gestion des chantiers, les économies qu'on peut faire. Hein. Déjà, le matériau, on l'a dit, il est recyclable. Dans les structures, souvent, on a de la légèreté par le métal, hein, de la légèreté et de la rigidité. On diminue aussi l'utilisation d'un matériau pour une fonction propre, quoi. Et le métal, là-dessus, est formidable, et encore pour des siècles. Donc moi, dans la formation de métallier, j'explique à mes stagiaires qu'ils rentrent dans un univers de travail. Donc au départ, ils ne sont peut-être pas forcément sensibilisés, puis ils se rendent compte qu'en fait, c'est la continuité de la vie sociale qu'on a, hein, de la vie privée qu'on a, où effectivement, on met souvent en avant le développement durable. Mais dans le monde du travail, c'est la même chose, quoi. Et il faut forcément qu'on y arrive. Ensuite, l'aspiration des fumées, la protection pour tout autour, pour le rayonnement aussi de tous tes collègues, tous les autres stagiaires. Ouais. Et puis voilà, normalement, maintenant, tu es en condition optimum pour pouvoir pointer et puis continuer surtout longtemps à pointer. Autre point pour le développement durable qui va devenir capital, pas que pour les artisans ou les entreprises, c'est au niveau architectural.
et ingénierie de l'environnement, on va intégrer justement une production d'énergie dans le matériau acier ou inox qui va servir à la fois dans le mobilier urbain et à la fois, pourquoi pas, dans les protections des biens et des personnes à travers les protections contre les chutes, le garde-corps ou la rampe, en intégrant éventuellement des modules photovoltaïques. Un serrurier aujourd'hui peut très bien, par son métier, utiliser justement cette qualité supplémentaire d'être sensibilisé au photovoltaïque et aussi d'être poseur de photovoltaïque, c'est-à-dire un acteur déjà du métier de demain. Voilà. Pour compléter tous ces dispositifs passifs, de plus en plus de systèmes sont mis au point pour produire du chaud comme du froid en consommant le moins d'énergie possible. Sans être neutres sur le plan de la consommation, ils réduisent incroyablement la facture. Donc l'entreprise est pionnière en ce qui concerne les énergies renouvelables en Corse depuis 1982, puisqu'elle n'intervient que sur les énergies renouvelables et l'énergie solaire en particulier, sur la partie thermique et photovoltaïque depuis l'origine. Le choix est un choix militant pour préserver l'environnement, créer des emplois qualifiés au niveau régional et participer aux économies d'énergie sur l'île. Et la manière, je dirais, d'aborder le chantier est dans l'esprit de développement durable. C'est des gens qui sont ici, qui ont été formés ici, avec des produits qui sont d'origine française, on va le dire quand même, c'est important. Et le chantier en lui-même est à destination d'entreprises locales qui exploitent l'eau chaude pour faire des économies au niveau régional. Là, on vous le règle à 5,5, c'est 53 degrés. Donc voilà, c'est la température qu'il faut, quoi. 53 degrés, c'est ce que vous chauffe l'eau à cumulus en électrique. Bon, pour tout ce qui est maladie, pour tout ce qui est légionellose, salmonelle et tout le reste, c'est ce qui est obligatoire, quoi. Bon, on intervient un peu sur tous les types de chantiers, sur de l'individuel, des maisons individuelles comme celle-ci, et sur des hôtels comme la Roya sur Saint-Florent et pas mal d'hôtels sur la Corse, donc qu'on a en installation et en entretien sur toute l'année. Donc là, nous avons équipé cette maison d'un système solaire, donc qui à la base fonctionne essentiellement en solaire et qui a en plus un appoint en électrique. On va être à peu près 7 mois dans l'année, donc aux alentours du mois d'avril ou au mois d'octobre, on va tourner essentiellement en solaire. Et dans les 5 autres mois, donc les mois de grand froid, comme on dit chez nous, novembre, décembre, janvier, février, mars, où là, à la rigueur, on va avoir l'appoint électrique qui va se mettre en route pour venir compléter, pour venir faire un apport de calories aux calories déjà gagnées en solaire. C'est bon. Moi, en 2 mots, je ne suis pas commercial, donc moi, je conseille donc, ma famille, donc, qui sont quasiment tous équipés de solaire, mes amis, toutes les personnes qui sont dans mon entourage, qui font des constructions nouvelles, de s'orienter vers ce type de matériel-là. J'ai actuellement, par exemple, ma sœur qui fait sa maison, qui a fait toute sa maison en briques rouges, avec plancher chauffant, donc climat inverter, qui va mettre un ballon thermodynamique dans une maison 100% écologique. Il est vrai qu'au départ, l'investissement est un petit peu plus lourd, mais on sait qu'au fil des années, elle va être largement gagnante au niveau de ses dépenses, quoi. Oui, je pense que ça devrait être que par habitation, que par foyer, il devrait y avoir au moins un système écologique. Pompe à chaleur, chauffe-eau solaire, puits canadien, de la géothermie, tout ce qui est écologique, quoi. Alors, c'est non seulement des solutions d'avenir, mais c'est des solutions de présent. Hein, les pompes à chaleur, les puits géothermiques, les puits canadiens, tout ça, c'est déjà pratiqué. Et après, il faut aussi savoir pourquoi on les utilise. Quand on va avoir, par exemple, de l'habitat, on peut très bien concevoir des choses beaucoup plus simples avec des systèmes passifs parce que ça va être adapté à l'échelle de chaque logement, de chaque habitat, mode de vie. Quand on va avoir des équipements industriels ou tertiaires ou des grands équipements publics qui vont nécessiter des zones de confort plus restreintes ou même des hôpitaux, qu'il va falloir produire de la fraîcheur parce qu'on sait que sinon il va y avoir plus de mortalité, ces solutions techniques actives vont être beaucoup plus intéressantes pour cette maîtrise-là. Donc il ne faut pas rejeter la technique, mais l'utiliser à bon escient. Nous sommes à Couzon au Mont d'Or, donc près de Lyon. Nous installons une pompe à chaleur RO avec production d'eau chaude sanitaire et chauffage, plancher chauffant et radiateur. Alors une pompe à chaleur est un générateur qui va récupérer des calories tout simplement sur une source extérieure. Donc ça peut être de l'eau, ça peut être le sol, ça peut être aussi de l'air tout simplement.
Alors la pompe à chaleur peut être utilisée à la fois pour faire du chaud, bien évidemment aussi du froid, puisqu'on peut inverser son cycle, et envoyer donc de l'eau froide pour pouvoir refroidir, rafraîchir la maison. Alors nous, en tant que professionnels, on pense que les politiques ont quand même un rôle à jouer aujourd'hui en France. On n'est pas du tout encore au niveau des pays germaniques, par exemple, enfin du nord de l'Europe, qui, eux, ont une énergie chère, donc qui depuis très tôt ont commencé à se poser des questions sur comment réduire notre facture de chauffage. Par exemple, en France, on en est encore, dans le meilleur des cas, à un simple thermostat d'ambiance à l'intérieur d'une maison pour régler son chauffage. Les Allemands, ça fait bien longtemps, plus d'une dizaine d'années, que le thermostat d'ambiance, ils ne connaissent plus et ils sont sur des régulations dites sur température extérieure, qui vont réguler la température de l'eau de chauffage en fonction des conditions climatiques. Ça ne sert à rien de chauffer de l'eau à 60 degrés quand à l'extérieur, il fait simplement 10 degrés. Vous voyez, donc ils vont avoir une démarche intelligente au niveau de leur régulation. La création d'unités de forte puissance pour une ville offre l'avantage de pouvoir fonctionner avec des énergies renouvelables. Typiquement, sur l'île de Corse, où la ressource principale est le bois, la ville de Corté a su très tôt investir dans une chaufferie de ville et être précurseur en la matière. On est à Corté en Corse, donc on est, je dirais, à la chaufferie du chauffage urbain de la ville de Corté. Le but, je dirais, de la première, c'est qu'on fabrique de l'eau chaude, qu'on distribue à travers des canalisations qui sont enterrées, et on alimente, je dirais, au niveau chauffage, au niveau eau chaude sanitaire et au niveau, je dirais, l'été, des groupes à absorption pour produire du froid, pour produire de la climatisation, sur différents clients tels que l'hôpital, toute l'université, les écoles, le lycée, la piscine municipale. Et bon, à l'heure actuelle, il se passe, du moins, c'est qu'on a beaucoup de visites de mairies, de conseils généraux qui viennent visiter la chaufferie de Corté, parce que, du moins, ça fait 20 ans qu'elle existe, donc le produit est fiable. Et je dirais, ils viennent voir sur place pour pouvoir installer chez eux de nouvelles chaufferies. Bon, beaucoup de gens se sont posés des questions. L'intérêt, je dirais, d'équiper la ville de Corté d'une chaufferie bois. Et bon, le résultat actuel montre et démontre que les gens ne se sont pas trompés à l'époque, au contraire. On s'aperçoit que la filière bois, quand même, je dirais, un sacré atout à jouer au niveau économique. Bon, déjà parce qu'on structure une filière, on crée de l'emploi, on produit de l'énergie et, je dirais, on fait pratiquement pas de pollution, contrairement aux énergies fossiles, et on a un prix de revient qui est nettement inférieur. Et il est fort probable que les villes encouragent de toute façon de nouvelles solutions de planification urbaine pour intégrer à la fois des matériaux plus réfléchissants, mais également plus de végétation, peut-être des concepts de construction qui permettraient des ombres portées, donc des rues moins au soleil. Tout ça, ça reste à définir. Mais on a aussi beaucoup à gagner, je pense, sur l'isolation des bâtis anciens. C'est vrai que c'est toujours plus enthousiasmant de se projeter dans le futur en réfléchissant sur le neuf, mais on doit aussi gérer un parc de bâtis anciens qui est extrêmement riche et qui concerne la majorité de la population. Et l'isolation, c'est très certainement la première
la première arme contre l'augmentation de température comme elle l'est contre la hausse des factures de chauffage.